Donc, bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Nassim Belmokhtar. Je suis avec Nathalie Voiseau, la responsable de Phénobois. Nous sommes ravis d'être là pour vous parler de nos expertises. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre station de phénotypage miniaturisé, automatisé et haut débit des biomasses forestières pour une valorisation en bioraffinerie. Avant de commencer, un petit mot sur notre plateforme, donc nos expertises, qui sont diverses et multisites. Ça passe, nous proposons bien sûr des expertises en chimie du bois, en cavitation, microtomographie, en spectroscopie proche et moyen infrarouge, en préparation de biomasse pour pour ces techniques-là, et aussi de la microdensitométrie. Notre plateforme est reconnue ISC, labellisée ISC depuis 2018. Nous sommes en cours de certification ISO 9001 ça devrait être fait d'ici novembre 2022. Et nous proposons nos compétences au service de l'infrastructure INSILVA France. Voilà, nous mettons en œuvre une diversité de mesures, donc directes ou indirectes, pour étudier les différents paramètres phénotypiques du bois. Ces expertises sont donc présentes sur différents sites, parfois dupliqués ou pas. Et au niveau de chaque site, on est adossé à une unité de recherche. À Biofora, c'est le cas à Orléans pour moi et Nathalie. À Biogéco pour les collègues de Bordeaux et au PIAF pour les collègues de Clermont-Ferrand. Donc, nous répondons à des besoins d'évaluation des propriétés physico-chimiques d'un nombre de plus en plus élevé d'individus. Donc, pour faire du haut débit, nous avons besoin d'outils adaptés. L'outil dont je vous parle aujourd'hui, d'abord un petit mot sur son contexte. Donc, c'est la production de biocarburants de deuxième génération, qui peuvent être produits à partir de différents substrats lignocellulosiques, donc à la fois de la paille de blé ou des cultures didier comme le miscanthus ou des essences forestières comme le peuplier. On voit ici sur ce graphe l'évolution de la commercialisation du bioéthanol depuis une dizaine d'années. Sous forme pure, donc c'est le carburant E85, vous voyez à la pompe, ou bien mélanger des carburants fossiles, c'est le cas du SP95 E10. Donc on voit que cette augmentation est constante. Et pour le 10, la quantité d'éthanol commercialisé a été multipliée par un facteur de 4 en espace d'une dizaine d'années. Donc il y a un réel besoin, surtout dans le contexte énergétique que nous vivons aujourd'hui. Donc cet éthanol est produit grâce à un procédé bien connu, où la biomasse, en fait, on s'intéresse dans ce procédé aux parois végétales, aux polymères lignine, cellulose et mécellulose. Donc la paroi est subie dans un premier temps une étape de pré-traitement thermique, donc entre 180 et 200 degrés Celsius, et à plus de 10 bars de pression. Donc, l'objectif de cette étape est de déconstruire le complexe, comme schématisé ici, le complexe lignine, cellulose et mécellulose pour rendre la cellulose, qui est notre cible dans ce procédé, pour la rendre plus accessible aux enzymes cellulolytiques. Donc, ces enzymes vont ensuite prendre le relais pour déconstruire ces polymères, la cellulose et les hémicelluloses, en sucre, en monomères de sucre, qui sont ensuite fermentés en éthanol ou en d'autres produits valorisables en bioraffinerie. Donc, ces enzymes, juste un petit mot pour dire qu'elles travaillent en synergie, donc c'est un mélange d'enzymes, des familles d'enzymes qui vont attaquer les polymères de toutes parts. Donc, pour concevoir notre station de phénotypage, donc à partir de ce procédé bien connu, nous avons donc des objectifs. D'abord un objectif de criblage de plusieurs génotypes issus des programmes d'amélioration et de sélection variétale. Donc, ce criblage va se faire par voie enzymatique et nous réglons notre système pour que la conversion de la cellulose en glucose soit comprise entre 50 et 80%,
pour éviter des rendements trop forts ou trop faibles, ce qui permet donc de faire une classification, un classement des individus pour identifier les meilleurs génotypes et les proposer à l'exploitation industrielle. Donc, cette exploitation donc, concerne aussi bien les sucres en C6, en C5 et les lignines pour différentes applications. Et dans notre cas aujourd'hui, je vous parle plus du cas du bioéthanol à partir des sucres en C6. Donc, ce système de phénotypage donc, doit répondre à certaines caractéristiques, donc notamment en matière de précision et reproductibilité. Donc, pour ce faire, nous sommes passés par une robotisation des étapes de broyage et de distribution de la biomasse. Et pour pouvoir cribler un grand nombre de candidats, nous avons miniaturisé le système pour pouvoir travailler en microplaques 96 puits, donc des plaques SBS type de la taille d'une plaque PCR. Donc, ces microplaques peuvent contenir une quinzaine de candidats à la fois. Et aussi, l'important, c'était de travailler dans des conditions proches du procédé industriel, donc d'appliquer un pré-traitement thermique. Et nous réalisons cela au laboratoire à l'aide d'un réacteur de pré-traitement alimenté par de la vapeur pour chauffer à 180 degrés. Donc, cette vapeur est générée par un équipement de paillasse. Donc, tout est fait au niveau du laboratoire à l'échelle de paillasse. Donc, voici une vue d'ensemble de notre système donc, qui comprend 3 étapes. L'étape de préparation de la biomasse, le pré-traitement et enfin l'hydrolyse enzymatique. Notre biomasse est dans un premier temps prise en charge par les stations de broyage et de distribution. Une fois qu'on a rempli nos microplaques par des quantités infimes, de l'ordre du 5 mg par puits, nous passons à l'étape de pré-traitement. Donc, comme je vous l'ai dit, nous pouvons cribler 15 candidats par plaque. Et la caractéristique de ces plaques, c'est qu'elles sont résistantes aux contraintes thermiques et aussi aux produits chimiques. Et elles ont aussi été conçues pour pouvoir être empilées, pour pouvoir multiplier le nombre de candidats, de génotypes candidats criblés à la fois. Ce pré-traitement est un réacteur qui est alimenté par de la vapeur. Et ce pré-traitement dure en général 30 à 40 minutes. Et après ce pré-traitement, les plaques sont récupérées pour introduire les enzymes, donc les mélanges d'enzymes fongiques, cellulolytiques, qui vont donc se charger de la libération des monomères de sucre, glucose, xylose, etc. Donc, voici une vue d'ensemble. Maintenant, je reviens sur ces étapes d'un peu plus près. Donc, le broyage se fait à l'aide de cette station robotisée. Nous avons également d'autres équipements, mais voilà, donc historiquement, nous avons commencé avec ça. Donc, ce broyage se fait dans ces godets dans lesquels on introduit des copeaux de biomasse. On introduit ensuite une bille en inox et grâce à un mouvement vertical du robot qui fait déplacer cette bille, la biomasse est réduite en poudre. Donc, la granulométrie de la biomasse va dépendre du nombre ou de la nature des cycles de broyage que nous appliquons, donc ce cycle comprend un temps de broyage et un temps de pause pour éviter de chauffer la biomasse et de la dénaturer au niveau chimique. Donc, cette poudre est ensuite prise en charge par un robot distributeur qui va alimenter avec précision notre microplaque. Donc, ce qui nous simplifie cette étape, donc on gagne en précision et en rapidité. Et on peut réaliser plusieurs répétitions techniques par échantillon. On peut introduire des témoins de saccharification, des témoins dans tous les sens. Donc voilà, c'est l'un des points clés de ce système, de ce procédé. Ensuite vient l'étape de pré-traitement. Donc, ces plaques ont été conçues par donc un fournisseur américain, Aspen Machining, donc qui est le même qui a fourni les plaques à nos collègues du NREL aux États-Unis, donc avec lequel on a collaboré pour développer ce système. Donc, ces plaques sont en astéloïde, c'est un matériau qui résiste à la chaleur et à la corrosion et qui se déforme très peu au vu des contraintes en termes de pression qu'on lui fait subir.
Donc, chaque plaque comprend 96 puits de 412 microlitres de volume max. Et comme on peut le voir ici, donc on a 4 canaux qui entourent chaque puits. Et ces canaux, donc on en a 117 en tout, vont permettre une circulation homogène de la vapeur lors des étapes de chauffe et un refroidissement rapide en fin de process en introduisant de l'eau. Donc, de cette manière, on s'assure que la température est homogène et est uniforme dans les 96 puits de la plaque. Et bien sûr, le nerf de la guerre, donc c'est l'étanchéité de ce système. Pour ce faire, on fait appel à des membranes et des films industriels qui vont résister aux contraintes thermiques et aux pressions que les plaques subissent pendant le pré-traitement. Donc, ce système, une fois assemblé, va être introduit dans un réacteur de la marque PAR, par exemple celui qu'on a acheté. Et donc, ce réacteur est ensuite alimenté par de la vapeur qui est générée par un équipement de paillasse. Nous avons également une entrée d'eau pour le refroidissement et derrière une troisième vanne pour la dépressurisation. Donc, pour pouvoir contrôler et suivre les températures dans le réacteur, nous avons donc équipé notre tête du réacteur de 3 thermocouples de différentes longueurs, 22, 32 et 40 cm, qui vont nous permettre de vérifier la répartition uniforme de la température le long du réacteur. Et c'est le cas. On voit ici, par exemple, qu'on est à 179, entre 178 et 179 degrés Celsius dans l'ensemble du réacteur. Et voilà. Et donc là, on voit donc les tubes, 2 tubes plongeants, un tube pour introduire la vapeur et un autre pour introduire l'eau lors de l'étape de refroidissement. Voilà. Et ici, donc, un petit mot sur les conditions de la réaction. On est à des taux de matière sèche dans les puits de l'ordre de 1,45%. On travaille avec très peu de matière pour pouvoir s'affranchir d'une étape d'agitation lors de la réaction enzymatique. Donc, on voit ici d'un point de vue visuel que la biomasse avait cet aspect-là. Donc là, on a de la biomasse avec de l'eau, donc à gauche, et à droite, on a le visuel, l'aspect après pré-traitement. Donc, on voit bien l'effet de la cuisson. Donc, après pré-traitement, on introduit le mélange d'enzymes à des quantités dites saturantes pour que ça ne soit pas un élément limitant lors de l'étape de criblage. Donc, on travaille avec 70 mg d'enzymes par gramme de matière sèche et on incube le tout à 50 degrés pendant 70 heures. Et en fin on récupère le jus, donc le surnageant, dans lequel on va doser les monomères de glucose et de xélose, soit par HPLC ou par des kits enzymatiques rapides. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On a, par exemple, pour doser le glucose, on a un test colorimétrique à 510 nanomètres, où on peut doser la quantité de glucose en fonction de l'intensité de la coloration. Donc, pour finir le développement de ce procédé, nous avons réalisé une validation croisée avec le NRL. Donc là, vous avez Steve Decker, qui est le pionnier dans le domaine, qui a été le premier à travailler sur cette thématique-là, avec lequel on a étroitement collaboré. Donc, à la différence qu'au NRL, leur système de criblage était adossé à un pilote industriel, donc ce qui rendait certaines étapes un peu plus simples. Voilà, mais on a quand même pu travailler ensemble et on a utilisé une biomasse de référence fournie par le NRL, donc ils utilisent régulièrement dans leurs tests. Nous avons réalisé le test donc chez nous à Enrail Orléans et au NRL avec 2 lots d'enzymes. Nous avons croisé également nos enzymes et les résultats obtenus étaient sensiblement les mêmes. Je vous montre à présent quelques exemples d'applications d'utilisation de cette station de phénotypage. Donc d'abord, pour cribler des biomasses de peupliers, donc j'ai travaillé sur une vingtaine de clones de peupliers hybrides Delta S trichocarpa, répartis en 5 génotypes et 2 familles.
Ils ont été sélectionnés pour leur potentiel de production élevé, donc de production de biomasse. J'ai comparé l'effet de deux itinéraires sylvicoles donc sur le potentiel de saccharification, donc des TTCR âgés de 2 ans et des TTCR de 11 ans. Donc, le résultat obtenu est le suivant. Donc, on voit que la première constatation, c'est que la quantité de glucose libérée ou de cellulose convertie en glucose est nettement plus importante après pré-traitement, donc est significativement plus importante, plus élevée. Et on constate également pour certaines familles, notamment la famille 84, donc une variabilité plus importante, ce qui peut se matérialiser par la taille du box plot. Voilà. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que lors du criblage sans pré-traitement, l'itinéraire sylvicole qui avait montré de meilleurs résultats était le TTCR, hein, donc ce qu'on voit ici, alors qu'après pré-traitement, c'était l'inverse, c'était les TCR qui ont montré de meilleurs taux de conversion en glucose fermentescible. Donc voilà, ça démontre bien l'importance de cette étape de pré-traitement pour classer correctement les candidats à une utilisation en bioraffinerie. Nous avons fait une analyse de variance pour confirmer l'effet significatif du pré-traitement sur la quantité de glucose libérée. Nous avons également utilisé cet outil dans le cadre d'autres projets, notamment dans le cadre du projet Futurol, hein, où des biomasses de miscanthus ont été criblées pour évaluer l'impact des années de récolte. Il y en avait 3, donc années 4, 5 et 7, et également 5 génotypes par année. Voilà. Donc, on constate effectivement, hein, comme pour le peuplier, que lors du criblage sans étape de pré-traitement, on avait de meilleurs rendements sur les années 5 et 7, alors qu'après pré-traitement, donc cette conclusion est revue, où il s'avère que c'est l'année 5 qui fournit les meilleurs rendements. Et la même conclusion, elle est encore plus flagrante quand on s'intéresse à l'effet sur les génotypes. Voilà, donc ça démontre bien, encore une fois, l'importance d'intégrer cette étape de pré-traitement dans le process de criblage. Récemment, et encore en cours, hein, donc là j'ai mis 2020, mais le projet est en cours, hein, est en passe d'être prolongé. Donc nous avons évalué 220 clones de peupliers, pareil, donc 2 itinéraires sylvicoles, TCR et TTCR, et on a mis en évidence un net effet sylvicole. Et on a procédé à la validation croisée avec le pilote industriel. Donc, nous avons comparé nos résultats sur 2 individus contrastés. Donc, les résultats obtenus à partir du micro-test et un test industriel avec 350 kg de matière. Ce test a également été utilisé dans le cadre de demandes de prestations pour évaluer des peupliers transgéniques avec des collègues belges, voilà, où plus de 150 échantillons ont été évalués. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.